Fermez les yeux un instant, je vous prie, essayez de retrouver dans votre mémoire cette odeur si particulière qui flottait dans la maison de votre enfance un dimanche matin. Était-ce le parfum chaud du pain grillé sur le poêle en fonte, ou peut-être l'odeur singulière de la cire d'abeille que votre mère appliquait patiemment sur les meubles du salon? Aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage dans le temps, un retour en arrière vers les années 60 en France. Nous allons parcourir ensemble 20 détails oubliés, 20 fragments d'un quotidien qui semble aujourd'hui avoir disparu à jamais. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin de notre voyage, car la dernière chose dont nous allons parler réveillera en vous une émotion d'une pureté absolue, un souvenir qui fera inévitablement battre votre cœur un peu plus fort. Il est de bon ton aujourd'hui de penser que notre époque moderne a tout inventé, que la technologie a rendu nos vies infiniment plus riches. Pourtant, si vous avez grandi dans les années 60 ou 70, vous savez au fond de vous que c'est inexact. À cette époque, le temps ne fuyait pas entre nos doigts comme du sable. Il s'étirait majestueux et tranquille. Nous savions attendre, attendre une lettre, attendre que la télévision s'allume en chauffant doucement, attendre les récoltes ou les jours de fête. Et cette attente donnait une valeur inestimable à chaque chose. Nous n'étions pas connectés à des machines, mais nous étions profondément connectés les uns aux autres. Les regards se croisaient, les voix résonnaient dans les rues et par-dessus les clôtures des jardins. Ce n'était pas une vie de privation, c'était une vie de plénitude émotionnelle, où chaque objet avait une âme et où chaque geste du quotidien constituait un véritable rituel qui nous rassemblait. Partons ensemble à la redécouverte de cette magie disparue. Commençons par nous souvenir du réveil de la maison. Avant l'apparition des machines électriques silencieuses et froides, le matin avait une bande sonore bien à lui. C'était le bruit familier et réconfortant du moulin à café en bois. Souvent de la marque Peugeot, ce petit cube de bois verni avec sa manivelle en fer était le cœur battant de la cuisine. On le coinçait fermement entre ses cuisses ou sur le rebord de la table, et l'on tournait. C'était un effort physique, un véritable rituel matinal qui nécessitait l'implication de tout le corps. Et puis, il y avait cette odeur incroyable qui s'échappait du petit tiroir dès qu'on l'ouvrait. Le parfum puissant, chaud et presque enivrant du grain fraîchement torréfié. Cette odeur se répandait dans toutes les pièces, annonçant aux enfants à moitié endormis qu'une nouvelle journée commençait sous le regard bienveillant des parents. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton de manière machinale. Mais à l'époque, moudre le café était un acte d'amour et de patience, un geste qui prenait son temps pour éveiller les sens de toute la famille. Un autre détail qui a complètement disparu de nos rues est la consigne des bouteilles en verre. Souvenez-vous de ces lourdes bouteilles étoilées de 1 litre, celles qui contenaient le vin de table ou la limonade. Rien n'était jeté dans des poubelles en plastique comme aujourd'hui. Chaque contenant avait une valeur financière et matérielle. Le rituel consistait à rincer soigneusement les bouteilles vides à la maison, puis à les glisser dans un filet à provisions en coton. Le bruit cristallin du verre qui s'entrechoquait nous accompagnait sur le chemin de l'épicerie. En rapportant ces bouteilles aux commerçants, ils nous rendaient quelques centimes de francs. Pour un enfant, c'était une aubaine extraordinaire. Ces quelques pièces brillantes se transformaient immédiatement en un rouleau de réglisse, en un carambar au caramel ou en un malabar. C'était notre premier argent de poche gagné par un geste écologique avant l'heure. Cette consigne enseignait le respect des objets, la valeur des petites choses et créait un lien constant entre les habitants et le commerçant du quartier. Parlons un instant de la télévision de notre jeunesse. Il n'y avait pas des centaines de chaînes diffusant 24 heures sur 24. Il y avait la première chaîne de l'Office de radiodiffusion télévision française. Le téléviseur lui-même était un meuble imposant, lourd, recouvert de bois verni, qui trônait majestueusement dans le salon. L'allumer était un événement. Il fallait attendre que les lampes cathodiques chauffent, regardant ce petit point lumineux blanc grandir lentement au centre de l'écran noir et blanc. Et surtout, la télévision n'était pas un divertissement solitaire. Puisqu'il n'y avait qu'un seul programme, toute la famille se réunissait sur le canapé pour regarder la même chose au même moment. Les speakerines, avec leur sourire chaleureux et leur diction parfaite, nous présentaient les programmes comme si elles étaient des amis invités dans notre salon. Le lendemain, à l'école ou à l'usine, tout le monde parlait de la même émission, du même feuilleton. Cet écran unique ne nous isolait pas, bien au contraire, il nous donnait un imaginaire commun à partager. Dans nos écoles primaires communales, l'atmosphère était incomparable. Retrouvez en pensée l'odeur très particulière de la craie, de la cire sur les vieux pupitres en bois inclinés et surtout l'odeur piquante de l'encre violette. Nous avions de petits encriers en porcelaine blanche encastrés dans nos bureaux. Le maître ou la maîtresse passait les remplir minutieusement. Écrire à la plume sergent-major était un art exigeant de la concentration et du souffle. Il fallait tremper la plume juste ce qu'il fallait, ni trop pour éviter la catastrophe de la tache d'encre, ni trop peu. Nos doigts étaient perpétuellement tachés de ce violet tenace. Et lorsque la page était terminée, nous appliquions doucement ce merveilleux buvard rose ou publicitaire pour absorber l'excès d'humidité.
Ce buvard racontait l'histoire de notre année scolaire à travers ses innombrables couches d'encre superposées. L'apprentissage de l'écriture était lent, laborieux, mais il nous apprenait l'application, le soin et le respect profond du travail bien fait. Si vous étiez adolescent dans ces années-là, vous vous souvenez inévitablement du chant du moteur du vélo Solex ou de la mobilette bleue de chez Motobécane. C'était l'instrument ultime de notre liberté. Le Solex, avec son moteur étrangement placé sur la roue avant, demandait un effort pour démarrer. Il fallait pédaler vigoureusement, puis abaisser le moteur d'un coup sec. Le bruit de frottement du galet sur le pneu était unique au monde. Ensuite, c'était l'évasion. Nous partions sur les routes de campagne, sans casque, le vent dans les cheveux, respirant cette odeur si caractéristique du mélange d'essence et d'huile de temps. Cette petite machine nous permettait de rejoindre nos amis au village voisin, d'aller au bal populaire ou de simplement fuir le regard de nos parents pendant quelques heures. Avoir une mobilette, c'était posséder le monde. Les garçons avaient toujours les mains couvertes de cambouis à force de bricoler la bougie ou le carburateur sur le trottoir, tandis que les passants s'arrêtaient pour discuter. Le téléphone de l'époque n'était pas un rectangle de verre glissé dans la poche. C'était un objet sacré, souvent en bakélite noire, lourd comme un bloc de pierre. Il reposait souvent dans le couloir sur une petite table dédiée, accompagné d'un bloc-notes et d'un stylo attaché par une ficelle. Pour appeler, il fallait introduire son doigt dans le cadran rotatif, l'amener jusqu'à la butée métallique et relâcher. Le bruit mécanique du retour du cadran, ce petit cliquetis régulier, est inoubliable. Et parce que le téléphone était dans un lieu de passage et qu'il y avait un fil, toute la maison profitait de la conversation. Il n'y avait pas de secret, pas d'appel discret. On criait presque dans le combiné massif pour être sûr que la grand-mère, à l'autre bout de la France, nous entende bien. Appeler était cher, alors on allait droit au but. On prenait des nouvelles essentielles. Le téléphone n'était pas un outil pour combler le vide, c'était un événement qui réunissait la famille autour d'une voix lointaine. Et que dire du pain de notre enfance? Le rituel du dimanche matin consistait à courir à la boulangerie du quartier. À cette époque, le pain n'était pas emballé dans du plastique ou dans de grands sacs en papier complet. La boulangère, dans son grand tablier blanc couvert de farine, prenait un tout petit carré de papier de soie gris ou rose et l'enroulait habilement juste au milieu de la baguette pour que nous puissions la tenir sans la salir. Sur le chemin du retour, la chaleur du pain frais chauffait nos mains et l'odeur était tout simplement irrésistible. Immanquablement, la tentation l'emportait. Nous croquions le quignon, cette extrémité croustillante et dorée. Arrivé à la maison, le pain était toujours amputé de ses deux bouts. Personne ne nous grondait vraiment, car nos parents faisaient exactement la même chose à notre âge. Ce pain partagé sur la table familiale, coupé à la main et non à la machine, était le symbole de notre convivialité et de notre joie de vivre. Pendant les longs mois d'été de juillet, un son spécifique envahissait les rues et les jardins de France. Le grésillement du poste à transistor. Ce petit appareil rectangulaire, souvent habillé d'une housse en cuir marron avec des petits loutrous pour le haut-parleur, ne nous quittait plus. Nous l'écoutions religieusement pour suivre le Tour de France. Les voix légendaires des commentateurs sportifs sortaient de cette boîte magique, mêlées aux parasites et au souffle des ondes longues de France Inter ou d'Europe numéro 1. Les hommes, torse nus, dans les jardins, s'arrêtèrent de bêcher pour écouter l'échappée dans les cols des Alpes. Ce n'était pas de la haute définition, le son grésillait parfois tellement qu'il fallait orienter l'antenne télescopique ou taper un peu sur le poste. Mais ce son réunissait tout un quartier. On pouvait marcher dans une rue et suivre l'étape du jour simplement parce que chaque fenêtre ouverte diffusait la même station. C'était la bande-son de nos étés insouciants. Le dimanche à midi n'était pas un simple repas, c'était une véritable institution française qui s'étirait sur des heures. La mère de famille sortait la belle nappe brodée, souvent rangée dans l'armoire normande, et les assiettes ébréchées des jours ordinaires laissaient leur place au service en porcelaine. Il y avait le poulet rôti du dimanche, dont le jus caramélisé avec les pommes de terre au four, ou bien un pot-au-feu fumant. On restait à table pendant des heures, les enfants finissaient par s'ennuyer et allaient jouer sous la table, transformant la grande nappe qui tombait en une tente secrète. Au-dessus de nos têtes, les adultes discutaient fort, riaient, refaisaient le monde et se disputaient parfois de politique. Le repas se terminait invariablement par un café fort et la bouteille de pousse-café, souvent une eau-de-vie faite maison par un oncle. Ce temps suspendu du dimanche renforçait les liens familiaux de façon indéfectible, nous donnant des racines solides pour affronter la semaine à venir. Aujourd'hui, faire ses courses se résume à pousser un chariot de métal dans des allées immenses, froides et anonymes. Mais dans les années 60, nous allions chez l'épicier du coin. La porte s'ouvrait avec le tintement d'une petite clochette en laiton. L'intérieur était un festival d'odeurs, un mélange indescriptible de lessive en poudre, de fruits du trop mûrs, de café en grains et de fromage à la coupe. L'épicier portait une blouse grise et connaissait le prénom de tous les habitants du quartier.
Ils savaient qui était malade, qui avait trouvé du travail. Mais surtout, ce qui prouve la noblesse de cette époque, c'était le fameux carnet de crédit. Un petit carnet à spirale où l'épicier notait au crayon à papier les achats des familles qui finissaient le mois difficilement. On réglait l'ardoise le jour de la paie, sans intérêt, sans contrat, uniquement sur la base de la parole donnée et de la confiance mutuelle. Cette humanité, cette solidarité invisible valait tout l'or du monde et rendait nos vies beaucoup moins solitaires. Le confort de nos maisons était rustique, parfois précaire, mais il était vivant. Prenons l'exemple de l'entretien des parquets. Chaque semaine, il fallait appliquer une cire épaisse et odorante, puis frotter longuement avec des patins en feutrine que l'on glissait sous nos pieds. C'était presque un jeu pour les enfants. Nous patinions dans le couloir pour faire briller le bois naturel. Et pendant les lourdes chaleurs de l'été, lorsque les fenêtres étaient grandes ouvertes, un autre objet emblématique faisait son apparition dans les cuisines. Le ruban tue-mouche. Ces spirales collantes de couleur miel pendèrent du plafond, s'enroulant sur elles-mêmes. Ce n'était certes pas très esthétique, et malheur à celui qui se prenait les cheveux dedans par inadvertance, mais ces détails matériels ancraient nos vies dans le réel. Chaque saison avait ses tâches, ses odeurs, ses objets dédiés. Nous étions en contact direct avec la matière, sans avoir l'illusion que le monde était parfait et aseptisé. Le passage du facteur n'était pas une simple formalité administrative. Sur sa bicyclette jaune lourdement chargée, le facteur était le messager universel de la société rurale ou des quartiers populaires. Il ne se contentait pas de glisser des factures dans une boîte en métal. Il frappait aux portes, remettait le courrier en main propre. Surtout, il prenait le temps. Il acceptait volontiers un petit verre de vin blanc sur le coin de la table en zinc ou une tasse de café bien chaud au cœur de l'hiver. Il était le confident discret des familles, celui qui apportait les nouvelles des enfants partis au service militaire ou les annonces de mariages et de naissances avec les beaux faire-part cartonnés. Le facteur de l'époque tissait la toile sociale du village. Son arrivée rythmait nos matinées, et son sifflement joyeux dans la rue nous rassurait. Tout était à sa place, le monde tournait rond, et quelqu'un veillait sur notre lien avec l'extérieur. Le départ en vacances d'été était une aventure épique que rien ne saurait égaler aujourd'hui. Il n'y avait pas d'autoroute rectiligne ni de climatisation silencieuse. Les familles s'entassaient dans des Renault Dauphine, des Peugeot 204 ou la mythique 2 chevaux de chez Citroën. La voiture était chargée jusqu'à l'absurde avec des valises en carton ficelé sur la galerie du toit sous une bâche de plastique bleu. Nous partions souvent au milieu de la nuit pour éviter les bouchons de la fameuse Nationale 7. À l'arrière, sans ceinture de sécurité, les enfants dormaient les uns sur les autres, respirant l'odeur âcre du vinyle des sièges surchauffés par le soleil une fois le matin venu. Il fallait déplier d'immenses cartes routières en papier Michelin, s'arrêter au bord de la route pour laisser refroidir le moteur qui fumait et pique-niquer sur l'herbe avec des œufs durs et du saucisson. Le voyage ne ressemblait pas à une corvée. Il était la première et la plus excitante étape des vacances. La musique de cette époque avait un poids matériel, elle se méritait. Posséder un disque vinyle 45 tours était une grande fierté pour un adolescent. Le tourne-disque, souvent le fameux modèle valise de chez Tepaz avec son couvercle en tissu écossais, était notre trésor le plus cher. Écouter une chanson n'était pas un geste de fond sonore. Il fallait sortir délicatement le disque noir de sa pochette cartonnée brillante, le poser sur le plateau, ajuster le petit centreur en plastique jaune et poser avec une précision d'orfèvre le bras équipé de son saphir. Le léger craquement avant que la première note ne retentisse provoquait un frisson indescriptible. Nous écoutions Johnny, Sylvie ou Claude François enfermés dans nos chambres, en lisant chaque mot écrit sur la pochette du disque, en apprenant les paroles par cœur avec la revue Salut les copains sur les genoux. La musique était un culte sacré que nous partagions amoureusement avec nos amis de passage. Avant d'avoir le monde entier dans notre poche arrière, communiquer hors de chez soi demandait un véritable effort logistique. Il fallait trouver une cabine téléphonique. Ces petits habitacles de verre, avec leurs lourdes portes qui se fermaient en grinçant, sentèrent souvent le tabac froid et le papier humide de l'annuaire déchiré. Il fallait fouiller dans ses poches pour trouver les fameux jetons dorés, ou plus tard, les pièces de 1 ou 5 francs. Le bruit des pièces tombant lourdement dans le mécanisme métallique de l'appareil gris était reconnaissable entre mille. Et puis, il y avait cette légère anxiété, ce fameux bip 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 sonore qui retentissait cruellement pour nous annoncer que le crédit était épuisé et que la communication allait couper d'une seconde à l'autre. Il fallait alors parler de plus en plus vite pour dire l'essentiel. Je t'aime, j'arrive, tout va bien. Cette contrainte de temps rendait chaque seconde passée au téléphone infiniment précieuse et authentique. Les rues et les places de nos villes et villages n'étaient pas encore envahies par les voitures stationnées partout. Elles appartenaient en grande partie aux enfants. Dès la sortie de l'école ou les après-midi de jeudi, les trottoirs se transformaient en immenses terrains de jeu.
Nous dessinions des marelles à la craie blanche dont les traits s'effaçaient aux premières pluies. Les garçons jouaient aux billes près des caniveaux, échangeant des agates étincelantes avec une ferveur de courtiers en bourse. Nous jouions à chat perché, à cache-cache ou aux gendarmes et aux voleurs jusqu'à l'épuisement. La règle était simple et universelle. Il fallait rentrer à la maison seulement lorsque les lampadaires de la rue s'allumaient ou lorsque la voix perçante d'une maman résonnait par une fenêtre ouverte. Nous connaissions chaque recoin, chaque cachette de notre quartier. Nous grandissions sous le regard collectif des voisins, dans un immense sentiment de sécurité et d'une liberté farouche que les enfants d'aujourd'hui ne peuvent malheureusement plus imaginer. Un autre souvenir sonore merveilleux de cette époque était le passage régulier des métiers ambulants. La rue n'était pas seulement un lieu de passage, c'était un théâtre vivant. Souvenez-vous du rémouleur avec sa charrette ou son petit triporteur aménagé. Il criait d'une voix puissante pour annoncer son arrivée. Les maîtresses de maison sortaient alors avec leurs couteaux émoussés ou leurs grands ciseaux de couture. Le rémouleur actionnait sa meule de pierre avec le pied et des gerbes d'étincelles dorées volaient sur les pavés, fascinant les enfants massés autour de lui. Il y avait aussi le vitrier qui portait son lourd fardeau sur le dos ou le raccommodeur de faïence qui réparait les soupières cassées avec de petites agrafes métalliques. C'était une époque sage où rien n'était jeté au premier défaut. L'usure était normale, la réparation était une nécessité évidente. Ces métiers disparus nous rappellent que nous vivions dans une société de la conservation et de la transmission. La photographie dans les années 60 et 70 était une école de la patience et de la sélection. Nos appareils photo étaient de gros boîtiers mécaniques où l'on devait glisser une pellicule argentique avec précaution dans l'obscurité relative d'un coin de pièce pour ne pas voiler le film. Il y avait 24 ou 36 poses par rouleau et pas une de plus. On ne photographiait pas son repas ou ses pieds. On photographiait l'essentiel. Un anniversaire, les vacances, un bébé. Avant de presser le déclencheur, on demandait à tout le monde de ne plus bouger, de sourire. Ensuite, il fallait attendre la fin de l'été pour amener le petit cylindre en plastique chez le photographe du quartier. L'attente durait plusieurs jours, parfois une semaine. Le jour où l'on allait chercher la pochette jaune ou verte contenant les tirages sur papier brillant était un jour de grande émotion. On découvrait parfois, avec un grand éclat de rire, qu'une photo était floue ou que quelqu'un avait fermé les yeux. Ces images imparfaites finissaient soigneusement collées dans des albums aux pages noires. L'une des différences les plus marquantes avec notre monde actuel était le poids et la texture de notre environnement quotidien. Le plastique régnait encore très peu, les objets étaient en fait de matériaux nobles, lourds, denses et froids au toucher. Le fer, l'acier, le verre épais, le bois massif ou l'émail de la cuisinière. Les jouets des petits garçons étaient des petites voitures en métal véritables, comme les majorettes ou les Dinky Toys, qui faisaient de mal quand on marchait dessus. Les landaux avaient des roues immenses et dures et pesaient une tonne, les cocottes en fonte. Le creuset de nos mers traversait les décennies sans une rayure. Le monde matériel était solide, rugueux, consistant. Cette lourdeur des objets nous rassurait de façon inconsciente. Ils étaient là faits pour durer une vie entière et même pour être transmis à la génération suivante. Nous n'étions pas des consommateurs éphémères de marchandises jetables, mais les gardiens d'un patrimoine familial du quotidien. Et enfin, voici le détail qui serre le cœur avec le plus de force, la correspondance manuscrite. Avant les messages instantanés, froids et dénués d'âme de nos téléphones, s'écrire était un acte profondément intime. Recevoir une lettre, c'était tenir entre ses mains un objet que la personne que l'on aimait avait touché. C'était reconnaître immédiatement l'écriture familière sur l'enveloppe et sentir son cœur bondir. C'était s'isoler dans sa chambre pour déchirer le papier, lire l'encre bleue ou noire, découvrir des ratures qui témoignaient d'une hésitation, ou parfois même observer le papier très légèrement gondolé par une larme. Le papier à lettres avait une texture soyeuse, presque vivante. On gardait précieusement les lettres de nos amis lointains, de nos premiers amours ou de nos grands-parents dans de vieilles boîtes à chaussures cachées au fond de l'armoire. Relire ces lettres des années plus tard, c'est entendre la voix de ceux qui sont partis, c'est conserver une véritable part de leur âme avec nous. En fin de compte, lorsque nous laissons glisser notre esprit dans ces années 60, nous comprenons une chose fondamentale. Ce ne sont pas vraiment les postes à transistor, les Solex ou les moulins à café qui nous manquent cruellement. Ce qui nous manque, c'est ce que nous étions lorsque nous les utilisions. Nous avons la nostalgie d'une époque où le temps avait de l'épaisseur, où nos relations humaines étaient des directes, physiques et exemptes de l'artifice des écrans. Nous regrettons notre jeunesse, certes, mais surtout cette incroyable sensation de communauté, d'insouciance et de lenteur bienheureuse. Si ce voyage dans le temps a réveillé en vous une émotion, une douceur familière, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser un j'aime sur cette vidéo. Et maintenant, je vous pose la question de manière très ouverte. Parmi tous ces souvenirs ou d'autres,
Quel est l'objet ou le rituel de votre jeunesse qui vous tire encore aujourd'hui une larme de nostalgie? Prenez la plume numérique et racontez-nous votre plus belle histoire dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau voyage dans nos souvenirs d'antan.